Final Fantasy. Hello Fox Family, aujourd'hui on va encore parler d'un univers connu, après celui de Warcraft, j'ai nommé Final Fantasy. Alors celui-là est assez récent, je l'ai découvert à l'occasion du Grand Exode. Vous connaissez le Grand Exode? Après WoW, c'est genre quand les extensions ont commencé à être vraiment limites au niveau scénario et même au niveau gameplay, c'est devenu beaucoup trop facile. Trop facile, communauté historique pas contente, Exode sur Final Fantasy XIV. Je sais plus trop quand c'était, mais il y a quelques années. Donc je suis moi-même parti sur Final Fantasy XIV. Et franchement, au début, j'étais pas convaincu. De base, j'aime bien les thèmes shonen, ça me parle bien. Mais dans le jeu vidéo là, pour quelqu'un qui est assez fan d'heroic fantasy traditionnel occidental, c'était un peu too much. Et le côté un perso, toutes les classes, ça m'a tué. Moi qui adore justement faire plusieurs persos pour incarner plusieurs identités. Sauf que sur Final Fantasy XIV, refaire un personnage, c'est se retaper la quête principale. Et ça, c'est mort. Ok, j'en ai quand même fait 4. Bon, la première fois que j'ai joué, je suis pas allé très loin et je me suis arrêté. Et puis, je suis revenu. Et là, la seconde chance, eh ben, c'était la bonne. Un kiff. J'ai avancé dans l'histoire et je me suis rendu compte de la qualité de la narration. C'est plus lent, c'est plus immersif que plein d'autres jeux et j'ai adoré. Mon perso, c'est Anko. Il est là, regardez, il est trop mignon. Inspiré du personnage principal du Chant des Sables et de ce dessin. Un jour, j'étais en train de faire ce dessin et il y a quelqu'un qui passe qui me dit « Ah, trop bien, un personnage avec des oreilles de chat. » Non, c'est une capuche rituelle. Thème Égypte antique, les dieux qui... Ok, c'est un chat. Il faut savoir que j'adore créer mes personnages de livres dans les jeux. Ou l'inverse. Anko, il n'était nulle part dans aucun jeu. Alors que c'est un personnage principal. Une honte. Je ne pardonnerai jamais à son créateur. Oups, c'est encore moi. Bref, du coup, dans Final Fantasy XIV, j'avais la possibilité de faire exactement ce personnage. Le chat, évidemment, il a été barde parce que Anko, dans mes livres, il est musicien. Mais j'avoue que je préfère la classe des danseurs, ce qui est un substitut parce qu'en réalité, le danseur, ce sera le héros de ma prochaine série. Chut, j'ai rien le droit de dire. Bref, ce perso, il est trop mignon. Il a le droit de faire cette classe, pas moins. Si, un privilège. En vous disant ça, je me rends compte que, en fait, ça doit être mon héros préféré. Non, c'est le prochain. On a des chutes! Le world building comique de Final Fantasy. Comique? Des chats ont créé l'univers et ils dansent sous le ciel bleu jusqu'à la fin des temps. Non, le world building cosmique. Wow, la correction auto des scripts de vidéo, ça va pas du tout. C'est n'importe quoi. Attention, spoiler. Alors, ce qui est génial dans Final Fantasy XIV et dans les Final Fantasy en général, c'est qu'on n'a pas peur de travailler sur les dimensions. Et c'est d'ailleurs un peu la marque de fabrique de Final Fantasy. Pourtant, c'est un exercice hyper exigeant. Il est vachement facile d'y amener plein d'incohérences, et j'en sais quelque chose. Et là, les créateurs s'en sortent haut la main, j'ai envie de dire. Donc Final Fantasy XIV, c'est 14 réalités différentes, et c'est fait exprès, évidemment, qui correspondent à 14 réalités séparées. Comprenez qu'il y a 14 versions du même monde. Alors, je vois venir votre prochaine question. Comment ces mondes ont-ils été créés? Eh bien, au début de ce qu'on connaît, il n'y a qu'un seul peuple, les Anciens, qui est un peuple très avancé, mais qui fait face à un véritable péril d'extinction. Et bon, pour contrer ce péril d'extinction, il crée une entité capable de les sauver, qui s'appelle Zodiac. Bon, cette entité, évidemment, échappe à leur contrôle et se met à incarner l'ombre qu'il faut abattre. Pris par le désespoir, les Anciens créent une seconde entité, incarnant la lumière, et pof, celle-ci prend sa faux et découpe gaillardement l'autre, disloquant au passage l'unicité dimensionnelle du monde pour en faire 14 mondes différents. Donc là, on se retrouve avec un monde qui est la source et 14 réalités alternatives qui sont appelées des éclats. Alors une bonne partie de l'intrigue au fil des extensions, ça va être de déjouer le plan des Asciens, qui sont en réalité des survivants des Anciens. Je viens de me rendre compte qu'il y avait peut-être un lien entre les deux, Anciens, Asciens. On en découvre tous les jours. Donc les Asciens sont des rescapés de ce peuple antique qui cherche à retrouver leur monde d'origine et donc à supprimer toutes ces dimensions alternatives pour retrouver une unicité dimensionnelle. Pour ça, ils utilisent ce qu'ils appellent des rejoining, je ne sais pas comment on dit en français, je joue toujours en anglais. Il s'agit de refusionner l'un des éclats, le monde alternatif, avec la source. Pour faire ça, ils s'appuient sur les 8 forces élémentaires qui gouvernent l'univers, nos 4 éléments, l'ombre et la lumière, ainsi que la glace et la foudre. Qu'est-ce qu'ils font les Asciens? Ils utilisent une de ces forces, ils déstabilisent l'un des éclats, alors géopolitiquement, ils font des complots ou bien ils influent directement sur les forces élémentaires elles-mêmes pour favoriser l'une de ces forces élémentaires. Par exemple, ils font grossir la puissance du feu au détriment de tous les autres éléments, ce qui fait que le monde devient de plus en plus sous la coupe de cette force élémentaire qui déstabilise complètement l'équilibre et qui finit par exploser et la faire rejoindre le monde d'origine, la source.
À l'occasion, ça crée un cataclysme dans la source, et donc l'histoire de la source s'éclaire d'une nouvelle lumière. Parce qu'il y a eu 7 cataclysmes déjà, et c'est bien plus tard qu'on apprend que ces cataclysmes sont liés à ce rejoining et à ces manipulations des Asiens. Donc il y en a eu 7, à chaque fois ça a détruit l'un des reflets de la source, ça a provoqué un cataclysme à la faveur de l'explosion, on va dire, d'une force élémentaire. La chronologie de Final Fantasy est d'ailleurs structurée en ère astrale et ère ombrale, et à chaque fois elles sont séparées par un cataclysme. Sur le jeu de base, et pendant 2 extensions, on ne sait absolument rien de tout ça. Il y a quand même quelque chose qui se trame dans l'ombre, parce qu'on voit des Asiens, et on comprend qu'ils ont un plan machiavélique, mais on ne sait pas encore lequel. C'est à Shadowbringers, la 3e extension, qu'à la faveur d'une manipulation dimensionnelle qui est plutôt bien gérée, on est balancé sur The First, le premier éclat, le premier reflet, qui est une dimension parallèle, en train d'être manipulé justement par l'un des Asiens, qui favorise énormément l'énergie élémentaire de la lumière. Ce monde est vraiment tombé sous la coupe de la lumière, il y a trop de lumière. Ça déséquilibre complètement le reste des forces. Le méchant est assez génial. Comme la plupart des méchants sur Final Fantasy XIV, ils sont très bien construits. Ça nous pousse à devenir un peu l'apôtre de l'ombre, alors qu'on a toujours été plutôt l'apôtre de la lumière, donc c'est très intéressant aussi scénaristiquement, très smart comme storytelling encore, hein, j'adore. Puis on arrive à l'extension conclusive, Endwalker, qui nous apprend qu'en fait, Zodiark, cette fameuse entité qui avait été scindée au début, et qui, pour rappel, a été constituée pour contrer une menace existentielle, et bien en fait, on apprend que cette menace existentielle, c'est The Final Days, les derniers jours, Ragnarok si vous voulez, et que ces derniers jours, ils sont provoqués par une entité qui a été créée par les anciens eux-mêmes. Donc les anciens étaient vraiment un peuple très avancé, et ils ont créé cette entité pour qu'elle parcourt le cosmos à la recherche d'autres univers, d'autres races, d'autres civilisations, pour apprendre. Cette entité a parcouru le cosmos, et est arrivée à une conclusion un peu dramatique, comme quoi elle a assisté à l'essor et à la chute de tellement de civilisations, de tellement de mondes. Elle a reconnu ce cercle infernal de la construction, de la destruction de absolument toutes les civilisations. C'est quand même philosophiquement assez profond et le reflet de pas mal de choses. On peut aller très loin. Bref, c'est le cycle infernal, chaque civilisation est vouée à l'autodestruction. C'est une véritable entropie qui l'a complètement déprimée et elle s'est dit, eh ben, puisque c'est comme ça, autant en finir avec toute existence. Donc c'est la principale antagoniste de la dernière extension parce qu'elle est à l'origine de ces Final Days qui ont failli bousiller le monde au début et qui s'apprêtent à rebousiller le monde parce qu'il y a des gens qui sont plutôt dans son camp, notamment d'autres Asiens. Alors moi je trouve ça absolument génial comme world building, c'est philosophique, ça va au bout des concepts élémentaires. Ça les met en valeur à travers un multivers qui est cohérent et fonctionnel. Honnêtement, c'est un travail qui est complexe, qui est complet. Des fois, on met un peu de temps avant de comprendre. Mais il est bien structuré et surtout, il ne présente pas vraiment d'incohérence. Ce qui, à ce niveau de travail, est assez rare. Je suis très admiratif. Et Final Fantasy, si vous connaissez un peu, donc ça c'est le 14, mais il y en a plein d'autres. Vous imaginez bien, il y en a 13 avant et puis il y en a d'autres qui ont suivi. Chaque saga de Final Fantasy se suit pas, c'est-à-dire que c'est un autre univers, c'est une autre histoire, etc. Par contre, ils font des crossovers systématiques, ils reprennent des personnages récurrents. En fait, cette conception dimensionnelle, elle est déjà au cœur du travail des créateurs depuis le début des opus Final Fantasy. Ce qui est super puissant, c'est qu'il y a un travail dimensionnel dans un seul de ces univers. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est vrai pour Final Fantasy XIV, mais les autres sont vraiment des univers dimensionnels différents. Alors on pourrait jeter des hypothèses comme quoi, et finalement, si on prend encore du recul, il peut y avoir des dimensions qui se sont structurées de manière différente comme ça, et que finalement, ils sont tous dans un même macro-univers. Bref, c'est un travail que j'admire énormément. Cette construction, ce souci du crossover, et ces éléments qui sont distillés petit à petit au bon rythme et qui nous font découvrir les choses au moment opportun avec beaucoup de pertinence, sans jamais déceler des grosses incohérences critiques, quoi. Autre élément, la narration est top. Les personnages sont très bien construits, alliés comme ennemis. Des dénuances qui est trop blanc ou trop noir pour apporter finalement beaucoup de nuances. C'est peut-être ce qui me plaît le plus dans ce jeu, de la nuance permanence, que ce soit au niveau du world building cosmique ou au niveau des personnages, avec un souci constant de la cohérence et de l'équilibre. Sans parler de la belle réinterprétation de diverses influences culturelles. On retrouve des codes de la fantasy occidentale traditionnelle, mais aussi la touche japonaise et tout un panel d'influences qui sont diverses et variées. Et pour ça, merci la mondialisation. Voilà, c'était pour vous ramener d'un coup bien sec chez nous. Blague à part, c'est un jeu du coup qui est allé au bout de son world building cosmique et qui, un peu à l'instar de WoW dont je vous parlais dans la dernière vidéo, a fait le choix de revenir ensuite sur ses extensions suivantes. Donc là, il y a une nouvelle extension. Une expérience d'aventurier un peu qui découvre, donc là en l'occurrence, on va découvrir un nouveau continent, avec quelque chose d'assez simple, mais toujours une qualité de narration, les personnages qu'on a gardés,
Alors, il faut dire aussi que le système de jeu est très immersif avec des cutscenes, des scènes coupées qui sont longues et plutôt denses, beaucoup de dialogues. On est moins sur du 100% jeu que dans WoW, même s'il y a quand même un endgame qui est plutôt conséquent et que le jeu ne démérite pas à ce niveau-là. Je me suis remis à la nouvelle extension. J'ai pas encore vraiment découvert, je suis au tout début. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Mais pour l'instant, je m'éclate bien. Voilà, c'était la vidéo sur Final Fantasy XIV. Dans les prochaines que je voudrais aborder, je le ferai peut-être pas tout de suite, mais on verra. Il y a l'univers de Guild Wars, Elder Scrolls, qui est très intéressant également. Vous avez également Star Wars avec The Old Republic, assez intéressant et auquel j'ai joué quand même assidûment. Ah oui, et puis c'est peut-être celui-là que j'ai le plus envie d'aborder, tout l'univers de Warhammer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, parce que c'est quand même important, parce que ça me prend un temps de dingue de faire ces vidéos, donc motivez-moi un peu. Et puis bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, Fox Family. J'écris pas d'un coup sous un éclair de génie. C'est raturer les coutures et quelques insomnies. L'inspiration divine, une idée si belle, c'est surtout